Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre Alter JT, la première de l'année 2016. Sans-papiers du foyer Marc Seguin à Paris. D'abord, on leur prend leurs sous en échange d'un hébergement sordide, ensuite, on les expulse. Alors que Manuel Valls promet de réprimer les actions de solidarité envers la Palestine, la campagne BDS, boycott, désinvestissement, sanctions, se poursuit de plus belle. À Noël, des militants ont rappelé à l'UNICEF son devoir de protéger les enfants de partout, donc aussi de Palestine. La COP21 est terminée et rien n'a été fait pour enrayer l'expansion continue de la voiture, première responsable du réchauffement climatique. Dans le pays des droits de l'homme, les travailleurs sans papier sont exploités par des patrons peu scrupuleux qui profitent de leur absence de statut pour les sous-payer. Ils sont aussi victimes des marchands de sommeil, privés ou institutionnels. Pour des loyers non négligeables de plusieurs centaines d'euros par mois, ils sont logés dans des foyers insalubres, n'ont pas le droit d'inviter des membres de leur famille et subissent des perquisitions régulières de la part de la police qui cherche à atteindre ses quotas d'expulsion. Le 15 décembre, 40 interpellations au foyer Marc Seguin dans le 18e arrondissement de Paris. Une manifestation contre l'insalubrité des foyers et les expulsions a eu lieu le 9 janvier. La police, avec le gestionnaire du foyer Adoma, ex-Sonacotra, a fait une descente donc le 15 décembre dans le foyer, a arrêté plus d'une quarantaine de sans-papiers, dont 16 sont encore en camp de rétention actuellement. Et ici c'est un pays de droit, donc il connaît la loi, donc il s'en fout comme nous sommes des Africains, donc il faut ce qu'il veut. Voilà. Les violences policières injustifiées contre les travailleurs immigrés, ce n'est pas nouveau. Tout comme les problèmes d'insalubrité dans les foyers de travailleurs. Les toilettes bouchées, donc les douches qui ne fonctionnent pas, donc le nettoyage qui n'est pas fait correctement. Les conditions insalubres de ces foyers viennent principalement de la volonté des responsables d'exploiter le maximum de place, laissant les travailleurs à 4 par chambre de 7 mètres carrés. Semaine du dialogue français travailleurs immigrés à partir d'aujourd'hui et jusqu'à dimanche prochain. Elle est organisée par le secrétariat d'État aux travailleurs immigrés. Fondée en 1956, la Société nationale de construction de logements pour les travailleurs héberge en effet essentiellement des immigrés et parmi eux les 101 Maliens récemment expulsés du territoire national. Le conseil municipal tient en ce moment même une réunion exceptionnelle pour affirmer la volonté de la ville de s'opposer à la reconstruction du foyer d'immigrés Léon Gaumont, un foyer qui avait été démoli pour cause d'insalubrité. Ancienne usine transformée, prévue pour 205 résidents et où, pour autant qu'on puisse le savoir avec précision, vivent actuellement 800 immigrés, pour la plupart maliens. Nous aurions aimé donner à nos résidents plus de confort, mais ça aurait réduit les capacités d'accueil et malheureusement sur Strasbourg, pour le moment, nous devons les conserver. En 2016, le débat reste figé entre les travailleurs et les responsables des foyers, en intime connexion avec les forces de l'ordre pour les expulsions des sans-papiers. Aujourd'hui, c'est la colère qui s'exprime. On voit vraiment la face cachée de l'État contre ces immigrés et surtout contre les gens des foyers parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas, le droit à la vie privée. Les bâtiments A et les bâtiments D, là où il y avait la cuisine, ils sont fermés, il n'y a pas là où il faut préparer à manger. Le demande simplement, quand on fait la grève, il y a une cause de grève. La cause de grève c'est quoi? Ils n'ont pas même pas de gaz pour préparer à manger. Les complices de ce gouvernement, ce sont aussi, bien évidemment, les gestionnaires des foyers. Adoma, ADEF, le Richemont, Coalia, tous ces gestionnaires sont parfaitement complices du gouvernement et vice-versa. Il y a une chaîne de complicité que nous devons briser absolument. Et pour la briser, il n'y a pas 36 solutions. Il y a un seul mot. Unité, 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 unité. La mairie du 18e fermée, l'État ne réagit toujours pas. De nouvelles manifestations de soutien vont être organisées. Vous avez sans doute vu les boutiques temporaires de l'UNICEF au moment des fêtes de Noël, grâce auxquelles l'agence de l'ONU, en charge de la protection des enfants, collecte chaque année des sous pour les enfants. Mais pas pour les enfants de Palestine, victimes pourtant de la colonisation israélienne. Ô Palestine, vis emmurée, encerclée de barbelés.
Aujourd'hui, nous sommes plusieurs associations, un collectif d'associations pour demander la libération des 5 enfants de Arès. Nous sommes là parce que l'UNICEF est un organisme chargé par l'ONU de la protection des enfants et que l'UNICEF fait campagne sur de très nombreux sujets très importants, mais jamais sur la situation de ces enfants. Je suis devant l'UNICEF parce que l'UNICEF est un membre de l'ONU, c'est une rame de l'ONU, que l'UNICEF s'occupe du malheur des enfants dans le monde et que l'UNICEF n'a jamais rien fait pour les enfants de Palestine. C'est quand même problématique pour une organisation non gouvernementale de quelque part cautionner que des mineurs, que des enfants soient mis en prison alors que les enfants, leur place, c'est à l'école. Et nous sommes de très nombreux Français à avoir envoyé des messages, des lettres, à avoir appelé l'UNICEF et nous n'avons eu aucune réponse de la part de l'UNICEF depuis plusieurs mois. Les enfants palestiniens, quand ils sont arrêtés, on leur bande les yeux et on les attache avec les mains, soit devant, soit derrière. Je ne ferai pas de communiqué spécifique sur la situation d'enfants en particulier. Mon mandat et mon rôle... Pourquoi vous en faites des campagnes? Vous le savez, l'UNICEF fait des campagnes sur telle ou telle situation. Je suis sur une problématique d'équité, d'aider tous les enfants, vous le savez. Il est nécessaire et urgentissime que l'on s'intéresse à l'enfance palestinienne, parce qu'il n'y a pas beaucoup de pays, Mme Zemmour l'a dit, où on emprisonne des enfants, puis on organise l'apartheid, puisqu'ils sont jugés par des tribunaux militaires. Donc, alors que les enfants israéliens sont jugés par des tribunaux civils. Une sorte de tabou quand il s'agit de la Palestine, vous le savez bien, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Moi, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, c'est pour vous dire que moi, je vous remercie. Toi qui te bats, toi qui résistes, malgré l'indifférence, ô Palestine, terre résistante, tu seras toujours debout. La COP21 vient de se terminer et l'on s'est félicité d'un accord qui ne change absolument rien dans la mesure où il ne comporte aucune mesure contraignante. L'un des fléaux les plus visibles, la voiture, se porte malheureusement mieux que jamais. On voit souvent des films de science-fiction développer des scénarios autour de la thématique de l'épidémie, du virus, de fléaux incontrôlables ou encore de monstres à la puissance destructrice terrifiante. Pourtant, il est un fléau bien réel que nous connaissons tous et dont nous pouvons tous mesurer l'impact. On pourrait dire même qu'aucun phénomène n'est plus étendu et spectaculaire que celui-là, et qu'à ce jour, aucune catastrophe naturelle n'a jamais détruit 1/100 de ce qu'a déjà détruit ce monstre. Ce monstre, c'est la voiture, et elle n'a de cesse d'étendre son empire. Avec elle, des millions de tonnes de béton stérilisent des surfaces ahurissantes. Rien qu'en France, c'est 40 000 à 90 000 hectares en moyenne d'espaces naturels, agricoles ou forestiers qui disparaissent chaque année, soit l'équivalent d'un département tous les 7 ans, d'un stade de foot toutes les 5 minutes ou d'un potager de 25 mètres carrés à la seconde. Les zones humides et les petits ruisseaux disparaissent eux aussi à vitesse grand V. Dans les conseils généraux des départements les plus urbanisés, on commence à estimer des dangers de souveraineté alimentaire, c'est-à-dire qu'en cas de pénurie de pétrole, il n'y aurait dans ces départements plus assez de surface agricole exploitable pour nourrir les populations et l'acheminement de nourriture venue de zones plus lointaines serait très compliqué. Les villes sont désormais toutes refaites pour les voitures et les complexes parking zones commerciales ont supplanté les places publiques de manière tristement unilatérale. De l'extraction des matières premières dans des pays sous-développés jusqu'aux dunes de pneus brûlés ou autres cimetières de voitures, en passant par l'assemblage en usine et par les milliers de kilomètres parcourus par ces engins, la voiture est à chaque étape un des principaux responsables de l'emballement climatique qui menace actuellement toute l'espèce humaine. Alors comment lutter contre ce fléau? Un peu partout dans le monde, les prises de conscience font leur chemin, le vélo ou les transports en commun sont souvent mis en avant comme une alternative salutaire. Mais tous les efforts de la société civile paraissent inoffensifs par rapport aux puissances financières que sont les multinationales et aux pratiques de certains États qui subventionnent à hauteur de plusieurs milliards le secteur automobile. Comme c'est le cas de la France, qui prétendait pourtant lutter contre le réchauffement climatique en accueillant la conférence mondiale sur le climat en décembre dernier. Alors la voiture, quand est-ce qu'on arrête d'en fabriquer ?
Voilà, cette première édition de votre Alter JT pour l'année 2016 est maintenant terminée. Toute l'équipe de l'Alter JT se joint à moi pour vous souhaiter une excellente année de résistance et d'alternative. On se quitte sur les images de la mobilisation du 12 décembre dernier pour le climat à Paris, quand nous fûmes des milliers à dire aux maîtres du monde « Ne dépassez pas les lignes rouges ». À très bientôt et d'ici là, on lâche rien.